Précédemment, dans le Next Level podcast. Et les critères pour être un bon professionnel sont les mêmes critères que pour réussir dans tout autre métier, en réalité. Donc, si on arrive à les intéresser à... Oui, mais je veux dire, vous leur, quelque part, vous leur brisez leurs rêves. Dans l'idée, c'est ça. Moi, je le sais parce que mon fils me l'a dit un jour. On était dans la voiture, je vous raconte l'anecdote vite fait, on était dans la voiture et ils jouaient en équipe 2 et 3. Et ils étaient en train de parler d'eux. Il y en a un qui dit je veux être professionnel. Bon, il est descendu. Et moi, en discutant comme ça, je dis bon, pour être pro, déjà, il faut être dans les équipes 1 au minimum. Ceux qui jouent à 12, 13 ans, j'ai même pas fait attention, qui jouent dans les équipes 2, 3, ils ont très peu de chance. Et puis le gamin descend, je pose l'autre. Et il me dit, et je le vois derrière qui fait la gueule. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu viens de me briser mon rêve. Oh, le trajet a dû être long. Eh ben oui, il a fallu que je lui explique. Oui, que c'était compliqué. Je veux dire, si t'es pas dans les meilleurs, déjà à cet âge-là, ça sera compliqué, quoi. Et c'est pas la faute de l'entraîneur. C'est parce que il y en a des meilleurs que toi. Regarde. Et je lui dis. Et je lui ai expliqué en plus que dans ces catégories-là, dans tous ceux qui sont là, je lui dis, il n'y en a peut-être aucun, même les meilleurs de ces catégories-là, il n'y en a peut-être aucun qui arrivera. Je lui ai fait le décompte de gamins qui jouaient et puis qui étaient filtrés après par les centres de formation, par les recrutements. Et dans les centres de formation, ceux qui réussissaient, et c'est infime comme chiffre, ce qui réussit. Mais ils pensent tous qu'ils vont réussir. Et j'ai envie de dire, on brise leurs rêves, oui et non. Dans le sens où nous trois autour de cette table, on a rêvé aussi d'être professionnels. On n'a pas eu la chance de l'être. Hein. Tu nous raconteras peut-être comment c'était. mais on a eu ce rêve d'être professionnel et ça n'a pas marché. Et le moment où on se rend compte que ça ne marche pas, c'est très dur parce qu'on a consacré des années de sa vie à ça et finalement... c'est un échec, parce que sur 10-15 ans, on a tout donné et on se rend compte qu'on n'y arrivera pas. Maintenant, c'est comment on se reconstruit. Il y a des gens qui, aujourd'hui, tombent en dépression, deviennent alcooliques, ne font rien de spécial de leur vie. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous permet d'être autour de cette table et d'avoir, entre guillemets, des vies dans lesquelles on est heureux, c'est le fait est qu'on avait un projet éducatif à côté. Et ça ne veut pas dire que c'est ce qui nous a empêchés d'être professionnels, parce que je ne pense pas que c'est parce que mes parents m'ont forcé à aller à l'école que c'est pour ça que je ne suis pas devenu professionnel. Mais simplement, le moment où on comprend que ça ne marche pas, c'est notre cerveau, c'est les qualifications, c'est les diplômes qu'on a passés, c'est comment notre cerveau il est conçu qui nous a permis de nous relever et de nous réinventer dans autre chose. Et non pas de couler comme certains joueurs qu'on peut voir aujourd'hui, qui ont joué même en Ligue 1 à 17, 18 ans et qui se retrouvent maintenant à faire des métiers là-dessus. Précaires. Est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous vous êtes rendu compte que c'était mort ? Comment ça s'est passé ? Parce qu'on se construit, comme tu dis, tu as fait des études, puis tu vis ton rêve, tu te dis je vais y arriver. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment clé, un jour, un matin, tu te réveilles et tu te dis c'est pas pour moi ? Ou pas ? On s'en est rendu compte tard, je pense, tous. Après, c'est chacun a son ressenti personnel. La limite entre s'obstiner et persévérer, elle est fine, hein, surtout dans le football. Parfois, on se dit, notamment avec les histoires à l'Angolo Kanté, on passe de la PH à la Barclays Premier League en l'espace de 3 ans. On nous vend beaucoup le résultat et peu le processus. Cela dit, même dans celles et ceux qui réussissent, je pense que le plus important, c'est d'avoir cette éthique de travail. Et c'est ce qu'on s'attache à transmettre aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui, malheureusement, veulent réussir alors que ce ne sera pas le cas. Et dans beaucoup de clubs, à défaut de ne pas briser leurs rêves, ils leur vendent du rêve. Nous, on ne vend pas du rêve. Cela étant dit, on veut quand même transmettre une éthique de travail. Quand un enfant nous dit « je veux être professionnel », mais qui s'entraîne qu'une fois par semaine et qui ne s'entraîne pas beaucoup, tu as des clubs qui vont te dire, des éducateurs qui vont lui dire « oui, tu peux être professionnel, t'inquiète pas ». Nous, on va lui dire, c'est simple, ceux qui sont en haut, ils s'entraînent tant de fois par semaine. Fais des mathématiques simples. Hein. Si tu ne t'entraînes pas autant, comment tu vas arriver en haut ? Quelqu'un qui veut prendre du poids et qui ne mange pas autant, comme tu aimes bien le dire Ben, que quelqu'un qui est déjà costaud, comment tu vas faire pour arriver à son niveau ? Et ben en fait, je pense qu'encore une fois, on en revient à ce bon sens-là. Quand l'enfant il est préparé et qu'on lui inculque l'éthique de travail et qu'il se rend compte qu'il a besoin de faire ci, ça, lui tout seul, il va se dire « ah mais en fait, je suis un fou. Je ne pourrais pas arriver en haut si je ne travaille pas autant, voire plus. » Parce que la réalité dans le football, c'est que pour pouvoir être normal,
il faut travailler énormément. Et ça, on le sait, pour avoir déjà les bases. On le voit en centre de formation, à Clairefontaine, la répétition, etc. Des choses simples. Donc le joueur qui veut être professionnel, qui veut jouer à la Ligue des Champions, qui veut gagner la Coupe du Monde et qui n'arrive même pas à faire un contrôle-passe, on va pas lui briser son rêve en lui disant que là c'est compliqué. Parce qu'on va lui expliquer, regarde, tu ne sais même pas faire un contrôle-passe, tu ne prends même pas l'information. Comment tu vas faire pour aller au haut niveau? Et donc là, on lui explique, on lui décante, il faut que tu fasses ça. Et il se rend compte qu'en réalité, le processus, il est très long et qu'il est très cruel. Et ça, c'est la réalité du football. Et quand les parents, et je dis bien aussi les parents et les enfants sont conscients de ça, eh ben on peut avancer tranquillement. Moi, je me souviens, je sais à quel moment j'ai réalisé que c'était plus possible. J'ai eu la chance, parce que c'est quand même une chance, le football m'a fait voyager. J'ai joué en Île-de-France, j'ai joué dans l'Est, j'ai joué en Rhône-Alpes, j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué en Normandie, j'ai joué dans plein d'endroits. Et j'ai pas été épargné par les blessures. Et en fait, il y a un moment donné où il y a la blessure de trop, où je me rends compte que j'ai 25 ans et que je travaille à côté, que je vais mettre 1 an à revenir et que je vais revenir dans un niveau qui est même pas proche de ce que j'envisageais. Donc à ce moment-là, c'est la chute en fait. C'est dur parce qu'on est en plein... Ça arrive en pleine période de Covid. Donc juste après, il y a le Covid. On est confiné et tu as le temps de réfléchir en fait à ta vie, à ce que tu as fait, à pourquoi tu es là. En fait, tu te rends compte que tu as posé arrêt de travail sur arrêt de travail alors que c'était pas ton travail en fait, le foot. C'est ça qui est fou. Et là, il faut se reconstruire parce que en fait, c'est compliqué d'accepter qu'on a dédié 10 à 15 ans de sa vie à quelque chose et qu'en fait, on n'a pas réussi. C'est dur pour l'estime de soi et l'ego parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait médecine, il fait 7, 8 ans, à la fin, peut-être il a son diplôme. C'est comme si au bout de 7, 8 ans, on vous disait, en fait, tout ce que vous avez fait avant, ça ne vaut rien, repartez de zéro. Et en fait, je l'ai pris comme ça et finalement, je ne repars pas de zéro parce que sur ma route, j'ai appris tout un tas de choses. Oui, non, mais tu ne me dis pas, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment, tu te lèves un matin et tu prends conscience? Ou est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Je me souviens de ce moment-là, je vais à l'hôpital parce que je me suis luxé les fibulaires et je sais que c'est fini. En fait, c'est peut-être la première fois que je chiale comme ça devant quelqu'un. En fait, la personne d'à côté me dit qu'est-ce qui t'arrive? Pas parce que tu avais mal, non, mais parce que j'ai compris que c'est fini en fait. C'est un chapitre de ma vie qui se tourne. C'est terminé en fait. Je reviendrai pas. Et du coup, faut passer à autre chose. Donc là, il y a vraiment un jour où je peux vous dire la rue, l'endroit où je sais que c'est fini. Ça s'arrête. C'est pas pour tout le monde pareil. Toi, c'est pas pareil. Il n'y a pas eu de moment précis, mais maintenant que là j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant la discussion, en fait j'ai rattrapé le wagon semi-professionnel en U17, on va dire, donc à Évreux, on est monté en 17 ans nationaux. Après je suis revenu à Rouen pour faire mes études en STAPS, donc j'ai raccroché le wagon en 19 NAS, je joue en 19 ans nationaux, donc là on gravite autour de clubs professionnels. Il y a eu quelques approches de clubs, mais il n'y a rien eu de concret. Rouen se reconstruisait, le club dans lequel j'étais se reconstruisait au niveau semi-professionnel. Donc j'ai intégré l'équipe première, on monte d'une division, on monte en N3, on monte en N2. Il y a des joueurs dans l'équipe qui ont des contrats fédéraux, il n'y avait pas de contrat professionnel à l'époque. Mais tu es toujours dans cet entre-deux de te dire, bon, fais la bonne saison, fais un bon parcours en Coupe de France, on peut espérer à... Et en fait, arrivé à un moment donné, je faisais les deux, mes études et le foot à ce niveau qu'on va dire correct. Et arrivé à un moment donné, en fin de saison, on me dit, tu peux repartir dans le groupe national pour la saison prochaine, dans le groupe national 2. On te propose tant. Et moi, je venais d'avoir mon diplôme de prof. Et je dis au coach, oui, mais vous êtes bien gentil, mais là, je peux pas faire les deux en même temps, parce que les N2, c'était s'entraîner le matin. Et ce que vous me proposez financièrement, c'est pas tenable par rapport à ce que je peux gagner en étant enseignant, en fait. Il me dit, écoute, soit l'un, soit l'autre, en fait. Choisis. Et donc, voilà, j'ai fait le choix. Donc, en final, le moment précis, finalement, il est présent. C'est moi qui l'ai fait. Alors après, j'étais aussi lucide sur mon niveau. Je pense que une carrière dans le monde à N3, N2, N1, c'était envisageable, mais pas plus haut. Du coup, je me suis dit, je vais aller kiffer en N3, m'entraîner. Et c'est ça. Oui, mais tu avais une solution de rechange. C'est ça. Et c'est ça, c'était un passage normal. Exactement, en fait, j'avais déjà mon plan B. Donc du coup, j'ai choisi. Le plan B est devenu plan A, et le plan A est devenu plan B. Voilà. Et le double projet, il est encore là. Voilà. Aujourd'hui, je me fais plaisir en N3, et très bien, quoi.
mais c'est plus mon activité principale et ça le sera pas. Et quand bien même un club vient me proposer un truc intéressant, je suis même pas sûr d'avoir envie de ne faire que ça en fait. Voilà. Donc, T'as pris plaisir ailleurs. exactement. Et toi? Et pour ma part, en réalité, pour le coup, pendant longtemps, j'ai pas été, contrairement à toi, lucide sur mon niveau. C'est-à-dire Tu es croyant? C'est-à-dire qu'il y a même un préparateur physique. Avec Ben, on a eu la chance pendant 5 années de pouvoir s'entraîner avec des professionnels. Là, on s'est mangé une baffe quand même, parce que nous, à cette époque-là, c'était à Créteil. On s'entraînait en fait avec un préparateur physique qui entraînait pas mal de joueurs professionnels. Donc, pendant la période estivale, on s'entraînait avec eux. Et là, bon, on a pu voir qu'on avait quand même énormément de travail. On a énormément progressé durant cette période-là. Et on a pu quand même accrocher un bon niveau régional. On aime aller jusqu'à des niveaux nationaux. Cela étant dit, ce qui a fait que déjà dans le football, pour moi, c'était pas, même d'avance, c'était pas super sain. C'est que ma motivation première, elle était financière déjà. C'est-à-dire que ma motivation à moi, c'était avoir beaucoup d'argent. Et en réalité, La Ferrari. et en réalité, et quand je fais mon introspection, pour le coup, c'est pas venu sur un déclic comme ça. C'est vrai qu'il y a des livres que j'ai lus, etc. Mais en faisant mon introspection, je me suis rendu compte que moi, dans la vie, ce qui me drivait, c'était pas forcément d'avoir de l'argent, c'était d'avoir de l'impact sur celles et ceux qui m'entourent. Et en fait, partant de ce principe-là, c'est il y a 4-5 ans, je me suis dit, et j'ai réfléchi pendant 5-6 jours, comment moi, je peux avoir de l'impact, un impact positif sur celles et ceux qui m'entourent. Ok, ce ne sera pas en ayant une carrière comme Kylian Mbappé, j'ai pas le niveau. Donc comment je fais? Et je me suis rendu compte que ce soit par la prise de parole, notamment lorsqu'on est allé coacher la première fois en U8, U9, comment les enfants, comment les parents étaient réceptifs quand on prenait la parole, quand on entraînait, c'est tout balourd. Cela dit, je me suis dit que ah oui, au niveau de la prise de parole, c'est déjà mieux que les contrôles passes. Donc comment on fait ensuite? Là, je me suis rendu compte que il y a aussi l'audiovisuel, la caméra, le Next Level Podcast, tout ça, c'est toutes ces choses-là ont fait que la prise de parole en public, etc. Et je me suis dit, l'audiovisuel, ça a été un déclic. J'aurais plus d'impact positif. Et d'ailleurs, je pense que le fait qu'on te rencontre aujourd'hui, c'est pas... Manipulateur? Alors, manipulateur, non. Je dirais pas manipulateur, mais je dirais que aujourd'hui, ce qui fait qu'on te rencontre, c'est l'audiovisuel, c'est notre initiative qui fait qu'on a voulu partager notre expérience derrière la caméra. Et c'est pas uniquement le fait qu'on ait joué au foot ou qu'on joue au foot. Donc c'est surtout ça, et c'est ça qui, pour le coup, qui fait ma satisfaction aujourd'hui, c'est pouvoir transmettre un message positif, pouvoir laisser quelque chose, pouvoir laisser, quoi qu'on en dise, un héritage au travers justement de ces travaux-là. Et puis voilà, mais en gros, si je devais résumer la chose, c'est une introspection, ça s'est pas fait sur un déclic. Enfin, le déclic, oui, mais après une introspection volontaire, une prise d'altitude qui a fait que je me suis dit, le football, pour moi, c'était une carrière, une vraie carrière ou non. Je voulais pas aller signer à l'âge de 28 ans en D2 slovène, ça m'intéressait pas forcément. Donc, quand je me suis rendu compte que j'allais pas avoir une bonne carrière, pourtant je me suis rendu compte de ça assez tardivement, et c'est là où je parlais de la limite entre la persévérance et l'obstination. Puis voilà, et puis bien évidemment, il y a une période de 1 an, 2 ans où on est en flottement, on se dit est-ce qu'on y retourne, on n'y retourne pas. Parce qu'il y a une passion. Il y a une passion, cela dit... On est parti sur autre chose et au final, on ne regrette pas parce qu'il y a des choses magnifiques, extraordinaires qui sont arrivées entre-temps et puis on continue. Mais oui, le football, une passion, l'audiovisuel, c'est venu compléter, on va dire, cette passion-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas reprendre son rêve avec le métier d'entraîneur? Vous y êtes mis comment? Parce on peut revenir dans la vie professionnelle avec le métier d'entraîneur. Quelque part, oui et non, parce qu'il y a des émotions. Moi, je me rappelle que le premier but que je mets aux États-Unis dans un stade plein, c'est une émotion qui est incomparable à aucune autre dans la vie. Je veux dire, même en étant entraîneur, on sent son cœur sortir de son corps, quoi. C'est exceptionnel. Pour le coup, le fait d'être entraîneur, c'est arrivé bien avant, en fin de compte, cette espèce de chute qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure, parce que finalement, quand on est joueur et qu'on est un minimum investi dans ce qui se passe dans le club, souvent, le président ou le responsable d'école de foot, il dit « Oh tiens, tu voudrais pas venir le samedi matin, toi ?» Il y a toujours un petit qui traîne. Et nous, moi, j'aimais bien être au bord des terrains de toute façon, on a très vite été entraîneur. Moi, j'ai pris ma première licence pour être éducateur, j'étais en U15 et j'avais les U13, quoi. Donc ça commence comme ça parce que le président il dit tiens tu peux pas t'acheter une paire de crampons, écoute si tu fais ça moi je t'achète une paire. Voilà, donc ça commence comme ça, puis on me paye mes équipements, puis on me paye ma licence, et puis tiens tu veux pas être arbitre? Tiens je veux être arbitre, c'est 70 € tous les week-ends. Ah ok, tiens je vais le faire parce que j'ai besoin d'un peu d'argent de poche et que mes parents ils vont pas me donner de sous en fait, parce que c'était comme ça en tout cas.
C'était pas des radins, hein, je préfère le préciser, mais c'est juste que voilà, j'avais beaucoup de frères et sœurs et que il fallait se débrouiller tout seul. Et c'est la débrouille. Et du coup, on prend plaisir à devenir éducateur, en sachant que ça, pour moi, ça a très mal commencé, en tout cas, d'être éducateur, parce que j'avais les U13, j'étais U15, j'avais le groupe 3 et 4 U13, et moi, je commence avec une embrouille, en fait, avec le premier entraînement avec la maman d'un U13 qui dit pourquoi nos enfants ils n'ont pas un vrai entraînement. L'équipe A et l'équipe B, ils ont des coupelles et tout. Et lui, il est là. J'avais 4 coupelles. J'ai fait appui, remise, frappe. Et puis match à 12 contre 12 sur le terrain 8, quoi. Et pourquoi nous, on a lui? J'ai entendu dire ça. Et en fait, ça m'a vexé. Bah, je lui ai répondu, mais parce que votre enfant, il est nul, en fait. Donc, du coup, moi, c'est. Ah, t'as attaqué dans la diplomatie. Là, vraiment, j'ai dit qu'il était nul. On est bien loin de l'éducateur que je suis devenu aujourd'hui. Parce que. Bah après, on grandit, on mûrit. Il faut savoir que j'avais 14 ans, j'étais un collégien et que voilà, on fait avec ce qu'on a. Après, derrière, j'ai toujours aimé être éducateur parce que déjà, j'ai toujours eu des neveux, des nièces, des cousins. Et on a une ambiance familiale où on aimait bien rigoler, faire des jeux. On a toujours été dans la culture d'aider le suivant. Moi, mes parents, ils m'ont élevé, mais c'est surtout mes grandes sœurs qui m'ont élevé. Et derrière, bah, il fallait élever les autres et ainsi de suite. Donc, il y a toujours eu ce truc de transmettre, partage ton goûter et ainsi de suite. Donc la fibre éducative, quelque part, c'était inné. Et même si j'avais été professionnel, je pense que j'aurais été dans... Tu serais devenu entraîneur. Ouais. Entraîneur ou éducateur dans un petit club, je sais pas. Après, peut-être que quand on... Attends, pour moi, c'est la même chose. Bah, Et c'est là où il y a un souci. Moi, et c'est là où il y a un souci. j'englobe... Ouais, mais tu peux avoir, en tant qu'entraîneur, j'ai aussi une fibre éducative. Tu peux aussi mettre dans ton programme d'entraîneur le côté éducateur. Tu n'es pas juste entraîneur pour avoir des résultats. Bien sûr qu'on Au peut. haut niveau aussi. Au haut niveau, tu es entraîneur parce qu'il te faut des résultats. Voilà. Mais tout ce qui est en dessous, tu es un entraîneur. Ok. Mais si tu n'es pas éducateur, il manque quelque chose. Bah, quelle est la différence majeure que tu fais, par exemple, entre ton expérience de sélectionneur, coach numéro 1 en France, et coach des U11 à la CBB? J'ai beaucoup plus souffert avec le U11 de la CBB. C'est beaucoup plus compliqué. Je raconte souvent ça en disant, avec les pros, tu fais une séance. Tu mets ton truc en place. Ça marche plus ou moins bien, ça va pas. Tu sens que les mecs ils font un peu la gueule, mais ils vont te le faire. Ouais, Avec c'est le leur taf. U11, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les discuter entre eux à côté. Ils vont regarder ailleurs et il n'y a plus rien qui marche. Tout s'arrête. Il faut captiver l'attention. Et si tu les captives pas complètement, tu les intéresses pas, si tu n'arrives pas à mettre le temps qu'il faut, savoir à quel moment il faut lâcher, passer à autre chose et faire autre chose, tu es mort. Quand tu es avec les pros, tu sais que tu as ta séance, tu leur as dit en plus la séance, tu leur as expliqué ce que tu allais faire. Si tu déroges, tu te mets en difficulté déjà. Donc c'est pas tout à fait pareil. Tu es en train de nous dire que c'est plus dur de coacher les U11 de la CBB que de coacher l'équipe de France. Oui. Ah non, sincèrement. Incroyable. Pour quelqu'un comme moi, qui n'a jamais connu le... Moi, je suis passé direct, je suis devenu entraîneur en D2 du jour au lendemain. J'ai fini de jouer et je suis passé entraîneur. Donc, j'ai jamais connu les étapes avec les jeunes, avec d'autres types de joueurs, ni les féminines non plus. Je suis passé direct. Donc, après, quand tu as vécu pendant des années avec un mode de fonctionnement et tu te retrouves avec des U11, bah les codes, tu les as pas. Hein. Et c'est un métier. Entraîneur de jeunes, moi je suis admiratif. Quand je vois je dis entraîneur. Hein. Il n'y a pas de souci, on va pas te taper sur les doigts aujourd'hui. Je dis toujours entraîneur parce que c'est la même chose. Tu peux les deux. Je me dis comment ils font. Comment ils font tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches pour être là pour 3 francs 6 sous, pour consacrer leur vie à ça, arriver à intéresser les gamins. J'ai fait à Boulogne, j'ai découvert des gens qui faisaient des séances. J'étais là, je me dis, mais merde, putain, ça c'est du très haut niveau. Ce qu'il met en place, c'est des séances que je suis pas sûr d'avoir fait, moi. Poser ce type de problème, de demander des possibilités de régler les problèmes à des gamins avec des trucs de double tâche, avec d'organisation qui fonctionne, qui marchait bien, je suis admiratif.
J'ai dit au mec, tu devrais, tu sais, écris toutes tes séances, garde-les, je vais te les piquer. Voilà, donc il y a du talent aussi à ce niveau-là. Et c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. On ne devient pas, comme toi, à 15 ans, on te jette là au milieu, bah forcément, tu vas pas savoir. Donc ça se construit, voilà, il y a des règles, il y a des codes. Ouais. Et partant sur le haut niveau, parce que tu m'as dit que toi, pour ton expérience personnelle, tu as tout de suite été, sur le coup d'une proposition, été lâché dans le grand bain au niveau de l'entraînement. Ne penses-tu pas que c'est un problème, le fait que les joueurs de haut niveau aient accès à des postes directement du fait de leur niveau de jeu? Non, je t'arrête tout de suite, c'est pas vrai. C'est une légende. Ils n'ont pas accès directement. Ils sont obligés de passer par tous les... ils ont des facilités pour pouvoir s'inscrire, mais ils font les formations comme les autres. Tout le monde passe les diplômes. Tous. C'est pas les Hollandais qui arrivent où ils ont un truc avec les sportifs de haut niveau. Tous les 10 ans, ils prennent une dizaine d'anciens internationaux à qui ils font une formation sur un an, vite fait. Surprenant, et qui ont le diplôme. Voilà, ça ne les empêche pas d'être des entraîneurs compétents. Après, chaque pays a sa manière de fonctionner. Mais en France, il n'y a aucun entraîneur, aucun ancien joueur de haut niveau maintenant qui ne passe pas les diplômes. C'est bien que tu le dises. Ils accèdent. Ils ont des équivalences sur les premiers, le BMF Sur par les, exemple. non, sur les, c'est pas les Le équivalences. Le BMF est acquis de par leur... Non, ils sont obligés. C'est sur les CFF. Ils passent pas les CFF. Et ils arrivent, mais ils le passent plus vite. Eux, ils ont pas de. Ils peuvent enchaîner tout de suite. Celui qui n'a pas été pro, il est obligé d'avoir un délai, d'entraîner une équipe. Ils ont des facilités à ce niveau-là, mais ils font les formations de la même manière que les autres. Après, ils sont obligés d'avoir une équipe, d'encadrer. Pour passer le DEPF, ils sont obligés d'encadrer une équipe, d'être responsable d'une équipe, sinon ils ne peuvent pas. Donc c'est une légende, on ne leur donne pas dans une pochette surprise. Voilà. Moi, quand je l'ai passé à mon époque, j'ai fait toute la formation. Je ne m'en souvenais plus, je l'avais fait à 25 ans, j'avais passé mon diplôme. Voilà, j'ai dit, tiens, on ne sait jamais. Voilà. Sans me dire, je serai entraîneur. Mais comme j'aimais ça aussi, j'ai fait pareil. Et à l'heure actuelle, voilà, arrêtons d'imaginer et de dire que... c'est répandu. C'est une idée fausse. Notre championnat est un de ceux qui a le plus d'entraîneurs entre première et deuxième division qui ne viennent pas du monde professionnel. Il y en a plus qu'en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Voilà, la question, elle est simple, les chiffres. Regardez, les gens en France ont dit ça. Bah oui, mais c'est faux. Ok, super. J'avais quand même une question sur... parce que tu dis que tu n'es pas passé par le parcours classique de l'éducateur et que... tu as été projeté un petit peu sur le devant de la scène en étant entraîneur au haut niveau. Et j'ai l'impression, de par ton parcours, que tu as essayé de faire des choses que tu aurais mis en place avec des enfants. J'explique mon propos. Nous, on met en place du théâtre pour les enfants. Et oui, j'ai dit, on ne va pas en parler à un moment ou à un bien autre sûr de ce qu'on va en théâtre, parler du théâtre. de ce que vous faites. Nous, on met en place du théâtre pour les enfants. Ça a été accueilli au départ de manière un petit peu, on va dire, hostile, en se disant, du théâtre, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? On a réussi à le mettre en place et finalement avec une super prof qui a permis aux enfants de pouvoir avancer. Et on a constaté que toi, tu avais essayé de mettre ça en place en équipe de France. Pas vraiment en équipe de France, avec les espoirs. Avec les espoirs, d'accord. On a beaucoup fait avec les espoirs. Avec les A, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a une visibilité, il y a des habitudes pour changer ça. Mais je l'avais fait avec les espoirs, et on travaillait. Moi, j'avais fait venir dans l'encadrement quelqu'un qui dirigeait une troupe, ça s'appelle le Trimaran, qui fait du théâtre éducatif, où j'ai joué dedans. On avait des rôles pivots et les gamins qu'on prenait de clubs, d'associations, faisaient les rôles complémentaires. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, je l'ai mis en place et moi je trouvais que ça apporte quelque chose. Je ne vais pas vous convaincre, vous. Ça me paraît évident. Le footballeur, il court, il joue, mais après s'exprimer autrement, déjà avec des mots, c'est pas pareil, avec son corps qui est là, qui est en direct au théâtre. Au foot, on fait des fautes, on fait des trucs. Au théâtre, la faute, l'erreur, elle embarque beaucoup plus de choses. Et on a une forme de solidarité qui je trouve plus forte.
Parce qu'il y a besoin, s'il y en a un qui n'est pas dans le coup, tout le monde va être pénalisé dans cette histoire. Donc voilà. Donc vous faites comment le théâtre ? Je rebondis juste là-dessus. Hein. Je t'ai vu dire, le théâtre est une souffrance. Je crois qu'il faut être maso pour aimer ça. Ça me bouffe, c'est l'enfer. Il y a un décalage entre cette citation et la mise en place. Pourquoi finalement, c'était quoi l'objectif recherché puisque toi-même tu le dis, bon, il y a la suite de la citation, hein, parce que j'ai fait mon journaliste qui isole la phrase, qui a écrit, la suite de la phrase c'est « mais le plaisir est tellement énorme quand on l'a fait ». C'est exactement ça. Tu vis, pour ceux qui ont fait du théâtre, ils le savent, tu vis les heures avant comme une souffrance totale. Et tu as la représentation, et derrière, tu as le bonheur total. Ça correspond un petit peu à un match. Tu es là, et tu as le stress, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, tu fais ton truc, et derrière, quand ça se passe bien, c'est un bonheur indescriptible qui dure quelques heures. Surtout quand tu es entraîneur, et tu te dis après, demain, il faut recommencer. Et tu as la journée, et petit à petit, le stress remonte dans la journée jusqu'au moment où tu fais. Moi, j'avais envie de vomir, j'étais malade, j'avais tout. Hein. Avant de rentrer sur scène, si j'avais pu me sauver, des fois, je me serais sauvé. Hein. Je ne serais pas allé. Mais derrière, c'est un bonheur incomparable. Et moi, je voulais le faire avec les joueurs, vraiment pour leur donner une forme de confiance en eux. Je trouve que quand tu es capable de dire un texte, d'échanger avec les autres, de jouer un autre personnage, ça t'apporte quelque chose. Et c'était de sortir de leur cadre de footballeur. Je dis, vous êtes capable de faire d'autres choses. Quand tu fais ça, tu sais que tu es capable. Tu n'es pas juste un footballeur qui court et qui tape dans un ballon. Donc c'est une ouverture sur autre chose, déjà sur la lecture. Il faut que tu lises. Ben, je pense que ce que vous faites avec les gamins, c'est dans le même optique. Donc je l'ai fait il y a des années. Trop tôt. Et comment c'est accueilli par les joueurs en espoir quand tu le fais à l'époque ? Au début, un petit peu, ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et après, parce qu'on ne faisait pas que du théâtre, on faisait des ateliers d'écriture, on faisait de la vidéo. On a essayé à chaque fois de faire des éléments. On faisait beaucoup de visites. Nous, à chaque fois qu'on était en déplacement, les mecs ils me disaient ouais mais on va être fatigué. Je suis arrêtez, c'est vous qui me fatiguez là. On va aller, c'est pas parce que t'es allé visiter un musée ou une ville que le lendemain tu vas être mauvais. Si tu dois être mauvais, tu seras mauvais, t'inquiète. Et c'était devenu, après ils avaient envie, ils demandaient qu'est-ce qu'on va faire. C'était presque un plus. C'était le seul endroit où vous avez la possibilité de faire quelque chose de différent. Ils étaient curieux après. C'était de la curiosité. Moi, ce que je voulais, c'est de les faire sortir de leur cadre. C'est tout ce qu'on pouvait faire, qui pouvait être différent et qui leur montrait qu'ils étaient capables de faire autre chose que de jouer au foot, c'est un plus. Et je pense que dans l'éducation, ce que vous faites, c'est justement ça, c'est ouvrir des portes. Et puis il y en a qui vont y aller, d'autres qui vont choisir autre chose, donc ils vont faire autre chose. C'est ça qui est essentiel. C'est plus facile pour nous, pour le coup, à ce niveau-là, d'instaurer de nouvelles choses. Oui, mais... Nous, ils ont 10 ans, 12 ans, c'est plus simple. Ouais, mais j'ai toujours été un peu barge de ce côté-là. Non, j'ai toujours aimé sortir de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et que les footballeurs ne sont pas des abrutis et qui sont... Si on leur donne les moyens et si on leur donne les possibilités, ils sont capables, comme les autres. C'est pas parce qu'on joue au foot que tout d'un coup on est devenu stupide. Voilà. Moi, c'était cette idée permanente. Les mettre en avant, leur dire vous êtes capable de faire d'autres choses, vous êtes capable d'être curieux. Je dis, on a fait dans ce registre-là. Je me souviens à Brest, on allait avant les matchs avec les espoirs, rien que la nourriture. La nourriture, on est allé là-bas à Brest et je leur ai mis plateau de fruits de mer. Les mecs, ils me regardaient comme ça, au menu, hein, la veille du match. Je dis, coach, et on peut quoi ? D'habitude, la veille du match, Manger la salade. Il y a la salade, il y a la viande, il y a le truc, il y a le riz, il y a le truc. Je dis, oh, punaise, vous en voulez pas, vous inquiétez pas, nous, on va les manger. Et ils ont goûté. Il y en a qui n'avaient jamais mangé de langoustes, de trucs, de crustacés, d'huîtres. Voilà. On a fait soirée crêpes. Pour les sortir de leur cadre. C'est-à-dire, on est en préparation de match, on va faire soirée crêpes. Moi, je suis pour. Et ça a bien marché, hein, ils étaient contents. Parce que le régime, c'est bien si c'est pas une contrainte, déjà. Si ça devient une contrainte et qu'il n'y a plus de plaisir,
Se retrouver à table, c'était un plaisir. T'as le plateau de fruits de mer, t'as la soirée crêpes où il y avait le mec qui venait, le breton, là, et qui faisait les crêpes, et pof, et il récupérait. Donc, sortir du cadre. Pour moi, c'est l'objectif, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on les sort de leur train-train, de leurs habitudes, du conditionnement dans lequel on les a mis. Et c'est ça qui compte. Et de leur dire, vous êtes capable de faire autre chose. Ça permet de passer d'un rêve à l'autre, d'une étape à une autre aussi, et de se dire, je peux faire autre chose. Totalement. Est-ce que tu penses que c'est un axe de développement à travailler dans les formations d'éducateurs, puisque toi, je pense que c'est toi en tant qu'individu qui a voulu ouvrir les gens à ça. Est-ce que tu penses que c'est une nécessité pour l'éducateur de toute catégorie, de n'importe quel niveau, d'avoir cette fibre supplémentaire à ouvrir le joueur à autre chose? Comment tu le vois, toi, ça? Je pense que ça, c'est le club. C'est la structure du club qui doit l'imposer. L'éducateur, lui, il a son travail d'entraîner, de faire progresser les gamins, mais tu dois avoir à côté une structure, ce que vous faites vous, qui devrait être dans les clubs pratiquement, votre organisation, elle devrait être dans chaque club, pour permettre d'avoir des gens autour qui amènent autre chose et qui le font. Mais il y a beaucoup de clubs qui en ont pris conscience et qui le font. Il y a des ateliers de lecture, il y a quelques clubs qui font les concours d'éloquence. Ils ont compris qu'on pouvait faire d'autres choses, que ça n'allait pas les empêcher d'être des footballeurs s'ils avaient les moyens d'être des footballeurs. Au contraire, ça allait améliorer. Donc c'est une avancée, mais je reste persuadé vraiment que si on parle de la suite, que votre structure, elle doit être intégrée dans des clubs. À part, c'est bien, vous avez montré que ça marche, que ça existe, mais le volet, c'est le développer et de dire, à Rouen, à Quevilly, même si vous pouvez faire les deux ensemble, ce serait bien. Il y a une structure qui fonctionne et qui amène d'autres choses. On peut faire du théâtre, on peut faire du cinéma, on peut faire du chant. On peut faire tout ce qu'on veut, de la lecture, plein de trucs qui amènent les gamins à vivre autre chose que je cours après un ballon. Et mon père, il est là pour que je sois un footballeur de haut niveau et il va mettre la pression sur l'entraîneur pour que je joue. Voilà, sortir, leur montrer qu'il y a autre chose. J'étais à la Coupe d'Afrique et je suis allé visiter la SEC Mimosa. Et ils ont un tableau avec le programme de l'entraînement des gamins. 5h45 levé, jusqu'à 19h30. Ils sont réglés. Ils sont réglés. Même c'est marqué 21h30 couché. J'ai l'impression c'est un peu ce que vous faites. Comment ça fonctionne, votre journée, votre semaine? Il n'y a pas de journée type parce que... Le lundi où vous travaillez avec les gamins, par exemple, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, j'interviens dans plein de structures différentes. Parce que aujourd'hui je suis éducateur pour la chaîne du côté perfectionnement sportif, mais je fais aussi du sport santé, donc je suis avec des personnes âgées, il m'arrive de faire de la marche nordique avec des personnes sédentaires, je suis intervenant pour la section sportive du lycée des Bruyères, donc au cours de la semaine, 2 jours par semaine, à raison de 2h30. Je gère également tout l'aspect administratif de l'association. Donc des rendez-vous, des dossiers de subvention, des dossiers d'assurance, communiquer avec les parents, établir le programme des enfants. Donc en réalité, je n'ai pas de journée type. Je me couche tard et je me lève tôt. Mon fil conducteur, c'est les séances. J'ai 2 séances le lundi, 2 séances le mardi, 2 séances le mercredi, 2 séances le jeudi. Le vendredi, j'ai pas de séance. C'est le seul moment où je suis libre. Le samedi matin, je suis avec les personnes sur le côté sport santé. Le samedi après-midi, je vais voir les jeunes qui jouent. Et le dimanche, de 8h jusqu'à 15h, je suis en séance, que ce soit sur le perfectionnement individualisé ou sur le futsal. Donc finalement, il me reste le lundi matin où je souffle. Et le reste du temps, c'est une vie à 100 à l'heure. Comment je gagne ma vie? Aujourd'hui, je suis au chômage parce que la structure telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas avoir de salariés. Parce que c'est trop de charges et ça l'étoufferait et ça priverait l'association de beaucoup de projets. Donc je suis au chômage de manière temporaire, mais à un moment donné, je vais retrouver un emploi. Alors soit dans un club, soit dans une école, soit dans une autre structure. Mais c'est vrai que c'est une vie où on souffle jamais, on part pas en week-end,
on part pas en vacances, le compte en banque est loin d'être plein. Là, tu donnes envie aux gens de le faire. Hein. Non, ouais, complètement. Ça donne absolument pas envie de le faire. Après, je vais reprendre ce que tu as dit précédemment. À partir du moment où on prend plaisir et que c'est pas une contrainte, ça va. Mais il faut pas non plus que dans la durée, ça s'étende trop parce que à un moment donné, les réserves du corps, elles finissent par s'épuiser et potentiellement, c'est la santé qui en prend un coup. Je pourrais pas rester dans cette situation de manière indéfinie, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, c'est la passion et c'est l'envie de transmettre. Et surtout, j'ai envie de permettre aux enfants de ne pas passer par cette traversée du désert où, en fait, je me rends compte que je vais pas être pro, ou alors ma carrière est terminée, parce qu'il y en a qui seront pros, ma carrière est terminée. En fait, il se passe quoi dans le monde? Voilà, d'avoir tous ces outils-là et de ne pas avoir cette période où, parce qu'on en connaît, des histoires dramatiques, où il y en a qui se sont suicidés ou qui ont mal fini, mais d'essayer de se raccrocher à la vraie vie. Parce que pour moi, le football, c'est une vie dans une vie. Mais c'est pas la majorité de la réalité, c'est pas la réalité que la majorité des gens vivent, et surtout c'est éphémère. À un moment donné, on est joueur, puis on est entraîneur, puis ça s'arrête, puis on fait autre chose. Peut-être qu'on est président d'une ECATF et que du coup, Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, mais finalement on n'est plus entraîneur. C'est notre fonction. C'est notre fonction. Donc il fallait avoir les outils pour pouvoir occuper cette fonction-là et ne pas avoir cette traversée du vide. Voilà un petit peu l'idée, c'est mon moteur aujourd'hui en tout cas. Comme Ben, c'est une vie à 100 à l'heure. C'est pas exactement par contre le même quotidien. Donc moi, comme je suis prof à temps plein sur un collège, on va faire la journée du... Temps plein, c'est 27 heures. C'est 20 heures pour un prof de PS. Il y a 17 heures de cours devant élèves, 3 heures du NSS. Donc les compétitions le mercredi après-midi, dont moi je ne m'occupe que du foot. On va faire la journée du mardi, donc cours de 8h30 à 10h30. De 10h30 à 12h30 administratif, voilà, s'occuper de sa classe principale, faire de l'administratif par exemple pour un élève qui est en difficulté, donc préparer de l'aide aux devoirs, etc. Corriger, moi j'ai pas de correction de copie, mais j'évalue à tous les cours. Donc je mets mes notes sur Pronote, voilà, je prépare mon cours suivant, je prépare mes séquences, voilà, si on fait de la cross-sport, j'imprime des feuilles, course d'orientation, etc., etc. Ensuite, tout l'après-midi, donc je suis en cours, j'ai 4 heures de cours, donc voilà, on fait des journées à 6 heures de cours. Je rentre chez moi, je prépare mes affaires rapidement, et puis je vais à l'entraînement à 20h. Ah oui, c'est vrai que tu t'entraînes en Exactement, plus. je m'entraîne donc mardi, mercredi, vendredi à 20h. Donc là sur la N3 des Mureaux, on fait comme ça. Et puis après, le jeudi, je rentre sur Rouen pour faire quelques cours à la fac et un petit peu aussi l'association. Le jeudi en début de soirée, les dimanches de temps en temps. Match en N3, c'est le samedi. Et puis voilà, on enchaîne. Ah, il te reste le vendredi aussi alors. Le vendredi, j'ai cours. J'ai cours et puis j'ai entraînement. Donc par exemple, là, le jeudi soir, je suis avec la chaîne de 18h30 à 20h. 20h30, 22h, j'ai un cours à la fac. Je retourne au Mureaux, il est 1h du matin. Et j'ai cours le lendemain à 8h. Et tu vis quand Mais ça, c'est la vie, ça. C'est sa vie. Ça, c'est ma vie, ça. Donc, ouais, non, tout s'enchaîne extrêmement. T'as le temps d'aller au théâtre, au ciné On fait des stages théâtre pendant les vacances. On fait des stages théâtre, et oui, toutes les vacances quasiment, on fait des stages. En plus, oui, pendant les vacances, vous faites des stages. Et des stages en internat, donc on dort avec les enfants. Donc c'est encore pire que ça. Ben dans le foot. Exact. Petite précision, on dort dans le même établissement que les enfants, on ne dort pas avec les enfants. Je préfère préciser. Non, c'est important. Je préfère préciser quand même. Vaut mieux qu'on précise. C'est mieux de préciser. Mais chaque stage a un thème sportif et un thème culturel. Du coup, on a toujours une pratique associée. Ça peut être futsal et théâtre. On a fait le travail d'appui et anglais. On a fait prise d'information et expression écrite. Voilà, il y a différentes choses. Donc le matin, on travaille sur un aspect, l'après-midi sur l'autre, et on essaye de faire en sorte qu'il soit à peu près transversal. La rédaction en expression écrite, elle porte sur la séance du matin. Comme ça, on fait un lien et on reste cantonné au football. Alors pour ma part, je suis en auto-entrepreneur. C'est-à-dire que moi, je fais du coaching sportif en individualisé et pour les particuliers. Et je suis énormément en visio. Beaucoup à distance. D'ailleurs, je suis référent audiovisuel sur l'association et je participe quand je peux être là sur les stages avec l'association et je suis là bien évidemment depuis la fondation. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de mon quotidien, j'ai un jour où je suis vraiment off, c'est le lundi. Et sinon, à part ça, toute la journée, c'est du coaching en présentiel ou en visio. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas uniquement avec des footballeurs. Là, on parle de foot. Cela dit, voilà, étant multipassionné, je suis aussi avec des combattants.
Il y a aussi des joueurs de handball. Donc, je suis sur plusieurs disciplines. Mais voilà, ma discipline de prédilection, c'est bien évidemment le football. Je suis spécialisé dans le football et ce depuis le début. Donc, on agit avec des jeunes sur du suivi individuel au niveau des structures ou en présentiel. Mais le gros du travail, il se fait vraiment, vraiment en visio. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que même pour nous, et je remercie l'association La Chaîne et Ben bien évidemment parce qu'il y a cette flexibilité-là. En fait, ils s'adaptent en fonction de nos disponibilités et de nos besoins. Donc c'est assez lié et c'est flexible pour celles et ceux qui adhèrent et pour celles et ceux qui agissent aussi au sein de l'association. Donc c'est assez sympa. Et sur ce mot-là, on va pouvoir clôturer. Moi, je tiens à te remercier Raymond encore une fois pour nous avoir accueillis ici à la FFF. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis derrière votre écran. Bien évidemment, nos intervenants de cœur que sont Rémi et Ben. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, la chaîne.nextlevel et bien évidemment à aller checker aussi sur les réseaux ce qui se passe sur le compte de l'UNICATF. C'est vraiment important. Donc on vous attend à ce niveau-là et prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.